خاطر وتتيان وسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلام والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'actualité politique en Algérie s'emballe et des événements extraordinaires sont en train de se produire sous nos yeux. Les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain sont en train de secouer par des annonces inédites, historiques et inédites. Alors, mais les béchous sera, et en tout cas le régime Tebboune est en train de réussir un coup de maître. La boîte noire, comme le disait la PS à un moment donné, la boîte noire du régime, la boîte noire de la présidence de la République, est en train de réaliser de bonnes opérations. Je fais référence, rappelez-vous de cette analyse et communiqué publié par la PS au lendemain de l'annonce de l'élection présidentielle anticipée fin mars 2020, entre le 21 et le 22 mars 2024. On a expliqué que la boîte noire, il y a une boîte noire au sein de la présidence, au sein du palais présidentiel d'Al-Mouradia, qui travaille sur des scénarios imprévisibles. Et réellement, cette boîte noire a longtemps travaillé pour la préparation sur les élections présidentielles. D'abord, organiser une élection présidentielle anticipée, ce qui est déjà une prise de risque exceptionnelle. Et finalement, cette élection présidentielle anticipée a été banalisée. Parce que dans tous les pays du monde, quand on organise une élection présidentielle anticipée, il y a une crise, il y a une urgence, il y a des problèmes graves, il y a des menaces périlleuses contre le pays, il y a une instabilité politique, il y a une déstabilisation des institutions de l'État, il y a une menace périlleuse contre la sécurité et la stabilité du pays. En Algérie, mis à part, on a protesté de la Constitution, on ne peut pas écourter le mandat du président de cette manière. La boîte noire du palais présidentiel a réussi à banaliser, à imposer le fait accompli. Il y aura une élection présidentielle anticipée le 7 septembre, de façon, même c'est de façon illégale, parce qu'on n'a pas le droit d'écourter le mandat du président, à l'exception de sauf si ce dernier veut démissionner, mais il est incapable de mener son mandat jusqu'au bout. Il y aura une campagne électorale pendant le mois d'août. Il y aura des élections qui risquent d'être sans enjeu et fades. Ça a été accepté, mais le coup de maître, je dis bien le coup de maître de la boîte noire du palais présidentiel, c'est que nous allons avoir deux participations historiques de deux mouvements politiques algériens, traditionnels et historiques, qui n'ont pas participé aux élections présidentielles en Algérie depuis les années 90. Le MSP, ex-Hamas, les islamistes algériens, qui n'ont pas participé depuis, uniquement avec leur leader, Mahfoud Nahnah, durant à l'élection présidentielle de 1995, et depuis 1995, le MSP, l'ex-Hamas algérien, n'a plus participé aux des élections présidentielles en Algérie. Et là, hier, le FFS, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Le FFS, le plus vieux parti de l'opposition en Algérie, qui a toujours boycotté les élections présidentielles, qui a toujours été dans une opposition systématique, virulente, musclée avec le régime, il a annoncé qu'il va participer aux élections présidentielles du 7 septembre 2024. Je vous rappelle que la seule fois où le FFS a participé à les élections présidentielles en Algérie, c'était avec Hossein Aït Ahmed, le fondateur, figure emblématique du FFS, le père du FFS, c'était en 1999. Et durant cette élection présidentielle, même Hossein Aït Ahmed de l'FFS ne sont pas partis au bout. Rappelez-vous les élections présidentielles de 1999, avril 1999, elles ont eu lieu dans un contexte spécial puisque les majorités des candidats qui étaient contre Bouteflika, à l'époque il y avait Bouteflika qui a remporté cette élection à plus de 73%, les autres se sont retirés. Il y avait Hossein Aït Ahmed, il y avait Mourda Sefi, Abdallah Jaballah, Hossein Aït Ahmed. Ils se sont retirés à la dernière minute parce qu'ils ont estimé que les règles d'une concurrence loyale et que l'armée et l'État n'étaient pas neutres et que le vote allait être truqué et que Bouteflika allait de facto était le gagnant de facto des élections présidentielles. Je pense qu'il y avait que Ahmed Taleb Brahimi qui était resté dans la course où il a récolté à l'époque 12% de voix. Mais c'était la seule élection présidentielle à laquelle Hossein Aït Ahmed, mort en 2015, à laquelle il avait participé. Et c'était la seule élection à laquelle, comment on appelle ça, à laquelle le FFS a participé. Donc c'est vraiment historique que le FFS décide
de rompre cette tradition de boycott politique, parce que le FFS, pourquoi boycotter les élections en Algérie? Parce qu'il a toujours estimé que les élections n'étaient pas crédibles, qu'ils n'étaient pas légitimes, que les règles, les standards démocratiques n'étaient pas respectés, qu'il y avait des trucages des voix, et qu'on ne peut pas, qu'en participant à des élections truquées, illégitimes, ou la non démocratiques, ou la manipulée, c'était une violation des droits de la démocratie, et une insulte à l'intelligence du peuple algérien. Elle dit à la doctrine du FFS. Le FFS a toujours dit, je ne participe que lorsqu'il y a... Ah là là. Appelons مرضونا يا جماعة. والله مرضونا, l'actualité algérienne تمرضك. Le FFS a toujours considéré, dans sa tradition politique, qu'il ne peut pas participer à des élections truquées, manipulées, où il y a des partis pris de l'État et des institutions de l'État, où le candidat du pouvoir pourrait l'en remporter. Comment se fait-il que le FFS a changé? Alors, moi je m'explique. De prime abord, si on est objectif et froid, bien sûr, cette décision, on peut la saluer. Et là, personnellement, je suis contre la culture du boycott. Je pense qu'il faut absolument faire de l'exercice politique, l'exercice du pouvoir. Et toujours affronter le pouvoir, toujours le défier, toujours le challenger dans toutes les échéances électorales et politiques. Pour moi, l'opposition doit être présente sur le terrain comme dans les urnes. Il faut être présent, il faut utiliser tous les espaces possibles, tous les espaces politiques possibles et potentiels pour faire de la pression sur le régime et imposer le changement. Sauf que, on a des idées. Donc moi, le FFS, quand il participe, j'aurais pu dire bravo, j'aurais pu dire c'est magnifique, c'est beau. Sauf que malheureusement, quand je lis ce qui a été décidé, quand je lis la déclaration du FFS, quand il a expliqué pourquoi il veut participer, j'ai l'impression de lire un communiqué du FLN, ou la Talbina Abdelkader Ben Guelina, ou la Talarendi. Regardez ce qu'il dit la FFS. Il a dit, donc, il y a eu une réunion hier pour dévoiler. Ils n'ont pas encore choisi leur candidat, mais le FFS, hier, le 25 mai, il a décidé de participer officiellement. Le candidat n'a pas été encore choisi, mais visiblement, selon nos sources, ça sera le premier secrétaire national, Youssef Aouchiche, qui sera lui-même candidat du parti. Mais ça n'a pas été encore décidé. Et que dit la FFS? La participation à la prochaine élection présidentielle, si les conditions sont réunies. Lesquelles sont les conditions? Le FFS n'a pas expliqué les conditions. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le FFS? Il dit que le prochain candidat sera choisi lors d'un congrès extraordinaire qui se tiendra dans les plus brefs délais. Et la participation du FFS va répondre aux exigences de préservation de l'État-nation et de renforcement des institutions de la République. Il s'agit également, l'objectif du FFS à travers cette participation, de barrer la route à ceux qui cherchent à nuire au pays. Barrer la route à ceux qui cherchent à nuire au pays. Si on prend le langage Hadin, c'est exactement le même langage qui est pratiqué par le FLN, le LND, Abdelkader Ben Guelina, Louis Zahanoun et les autres. Ce n'est pas le langage habituel du FFS. Le FFS n'est pas là n'a jamais reproduit le discours dominant du pouvoir. Ça, c'est le discours dominant du pouvoir. C'est le pouvoir algérien qui nous dit ils veulent nuire au pays, il faut préserver les institutions de la République. Une élection présidentielle, elle ne sert pas à préserver les institutions, elle ne sert pas à empêcher, à protéger l'État-nation. C'est des objectifs qu'on peut concrétiser plus tard, parce qu'une élection, à travers une élection présidentielle, dont le but premier est de conquérir le pouvoir. Une élection présidentielle, on est là, on veut défendre un candidat, un parti, un mouvement politique, ou là, des mouvements politiques se tournent autour d'un candidat pour arriver au pouvoir et imposer ou la réaliser leur projet politique. C'est ça, l'État-nation, les institutions, la stabilité des institutions de l'État, chercher à... Ça, c'est des évidences. Personne ne veut laisser les gens nuire à leur son pays. Mais ça, il faut un projet politique pour ça. Pourquoi le FFS veut participer aux élections? Il ne le sait pas. Il ne le dit pas. Ce qui nous fait peur, c'est que, sincèrement, le pouvoir, négocier avec le FFS, parce que là, une crainte, j'étais le premier et le seul à le dire, la seule crainte du pouvoir Tebboune, c'est la Kabylie. Ils veulent que le FFS, ils sont en train de négocier avec le FFS et ils exercent des pressions sur le FFS pour contraindre le FFS à participer aux élections afin de rompre l'isolement politique de la Kabylie. En espérant que la Kabylie va voter, parce que le FFS va participer, étant donné que le berceau historique du FFS est
du clan Aït Ahmed, de la famille Aït Ahmed, c'est la Kabylie, Tizi Ouzou, Djaya, Bouera, etc. Si le FFS participe, le pouvoir Tebboune espère que la Kabylie va se mobiliser. Le pire scénario pour le régime Tebboune, c'est que la Kabylie boycotte et ne participe pas, en plus elle se révolte. Pour que la Kabylie ne se révolte pas, il faut qu'il y ait des formations politiques kabyles, qui ont un enracinement populaire important en Kabylie, avec des candidats qui peuvent parler à la Kabylie, qui peuvent rassurer la Kabylie, qui peuvent calmer la Kabylie, et qui participeront aux élections présidentielles. L'objectif du pouvoir Tebboune, c'est de domestiquer, de contrôler la Kabylie, de pacifier la Kabylie, de s'assurer du contrôle de la Kabylie, d'empêcher tout mouvement de rébellion en Kabylie. Parce que chaque fois où elle appelle le Hirak, et certes, il y avait les premiers, peut-être, signaux ont commencé à Khenchla et dans d'autres wilayas du pays, mais la véritable l'organisation du Hirak, l'éclatement du Hirak a commencé à Kharrata. À Kharrata, en février 2019. Donc, là, c'est la Kabylie. Le pouvoir Tebboune ne veut pas, et son seul scénario cauchemar, c'est le retour du Hirak depuis la Kabylie. Parce que la Kabylie, c'est la seule région qui est politisée. C'est la région la plus instruite du pays, qu'on le veuille ou non, avec les taux de réussite scolaire et au baccalauréat important. C'est la région qui accueille les partis de l'opposition, qui est le foyer traditionnel de deux importants partis de l'opposition, le LCD et le FFS. Comme le LCD est aujourd'hui dans une position systématique, plus virulente, il n'a pas de rapport ni de contact vraiment avec le pouvoir, et le FFS et le LCD plutôt, il a fait avec une déclaration, ils ont fait une rencontre hier, et le LCD a dit qu'il n'a pas encore tranché s'il va participer ou n'a pas encore participé. Voilà. C'est le LCD, il y a eu un rassemblement à Tizi Ouzou, il n'a pas encore tranché. Le secrétaire général du LCD, Ahmed Mazouz, a dit nous n'avons pas encore tranché. Il y avait une rencontre débat à la maison d'accusation de Tizi Ouzou qui a été autorisée par le pouvoir algérien. Ça veut dire que le pouvoir algérien est en train vraiment de calmer le jeu en Kabylie. Il autorise les meetings du LCD, il essaye de draguer le FFS, il essaye d'inaugurer des nouveaux projets, de nouvelles infrastructures en Kabylie. Il prépare la visite d'Abdelmajid Tebboune à Tizi Ouzou. Donc le LCD n'a pas encore tranché. Mais le LCD, en ce moment, n'a pas de contact avec le pouvoir. Il est dur. C'est le parti qui critique, c'est le dernier parti qui est encore dans une opposition virulente, si on veut dire, et systématique et sévère contre le pouvoir. Le LCD, non. Le FFS, non. Il dialogue avec le pouvoir, il parle avec le pouvoir, il accepte les invitations du pouvoir. Il essaye de maintenir un contact avec le pouvoir. Il y a des contacts. D'abord, la preuve, le secrétaire national du FFS a été accueilli à la présidence de la République le 2 juin 2022. Donc, il y a eu une rencontre. Le LCD n'a jamais fait ce genre de démarche. Le LCD, il est dans une opposition, encore une fois, plus virulente, plus musclée. Si le FFS avait un projet politique, et s'il veut vraiment conquérir le pouvoir, et s'il veut utiliser cette élection présidentielle pour renforcer la pression sur le pouvoir, et pour obtenir un compromis démocratique avec du pouvoir, c'est noble. C'est noble de la part du FFS. Même si, franchement, rompre la tradition du boycott, comme ça aussi brutalement, c'est manquer de respect à l'héritage de Hussein Aït Ahmed, parce que s'il n'y a pas de compromis en échange, le FFS sera instrumentalisé, utilisé, juste pour domestiquer la Kabylie. C'est le seul objectif. Ils veulent domestiquer la Kabylie. Ils veulent pacifier la Kabylie. Ils veulent la contrôler. Ils veulent juste s'assurer que la Kabylie ne leur causera pas de problèmes. Et pour ça, ils espèrent que la participation du FFS va un petit peu calmer les esprits, va rompre les zones politiques qui menacent la Kabylie. Elle va calmer les esprits en Kabylie. Il faut savoir que Kabylie, ça bouillonne. Pour des raisons d'ailleurs qui peuvent s'expliquer. Il y a énormément de personnes innocentes qui ont été détenues, qui sont placées en détention pour leur soi-disant appartenance au MAC, alors que beaucoup de ces détenus politiques, ou ils étaient des anciens membres du MAC, ils ont démissionné, ou ils avaient juste des amis au sein du MAC, ou c'était des simples sympathisants pacifiques qui n'ont jamais enfreint aucun loi, à l'exception de défendre une opinion politique qui est radicale, mais qui restait une opinion. Et ils n'ont pas fait des actions sur le terrain qui auraient pu affaiblir l'unité nationale ou la diviser l'unité nationale. Le FFS, s'il veut vraiment défendre son honneur, et j'espère qu'il ne fera pas cette erreur, si le FFS décide de participer, parce que nous allons participer si les conditions sont réunies. J'espère que parmi les conditions exigées par le FFS,
c'est la libération des détenus politiques. Si le régime Tebboune libère les détenus politiques avant les élections présidentielles, je dis bravo FFS, participe. Là, on dit chapeau. Si le FFS arrive à convaincre le Tebboune, alors ok, nous allons participer. Nous allons vous donner une caution. Nous allons cautionner cette élection. Nous allons vous offrir une certaine crédibilité. Nous allons même essayer de jouer notre rôle pour calmer la Kabylie, la pacifier et pour éviter que des émeutes, que des manifestations. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 12 décembre 2019 en Kabylie. En Kabylie, les bureaux de vote ont fermé à 10 heures. Dans plusieurs localités en Kabylie, des bureaux de vote saccagés, brûlés et fermés. Le pouvoir Tebboune veut absolument éviter ce scénario. Le scénario d'un affrontement avec la population, d'un retour de la protestation populaire et pacifique avec le Hirak. Donc c'est la Kabylie qui le menace, c'est le cœur battant de l'opposition. Pour lui, le seul problème, c'est la Kabylie. Le FFS, en participant, il va essayer, parce que le FFS n'est plus le FFS d'avant, c'est pas le FFS d'Aït Ahmed. Le FFS d'Aït Ahmed avait une influence sur les comités de village, sur les jeunes sur la Kabylie, etc. Mais ce n'est plus le cas, hein. L'influence du FFS sur la Kabylie, elle a beaucoup diminué. Mais il a un poids, il a un nom. Mais si Tebboune veut absolument calmer la situation, il veut que les élections soient organisées dans des circonstances paisibles et apaisantes, libérer les détenus politiques. Le FFS, c'est le langage que doit lui dire, c'est les conditions que doit formuler le FFS. Libérer. Même le LCD devrait faire la même chose. Moi, si j'étais à la place du LCD, j'irais voir le pouvoir, je participe, mais tu libères les détenus politiques. Tu n'enfermes plus personne. Libérer Khadi Hassan, libérer les détenus du MAC, qui n'ont pas commis d'actes de violence. Je parle parce que le MAC, moi, je partage pas leur opinion. Attention, je m'oppose à leur idée, à leur projet. Mais s'il n'a pas fait de délit, s'il a fait qu'exprimer une opinion, s'il n'a pas coupé la route, s'il n'a pas barré la route, s'il n'a pas agressé quelqu'un, ni un agent de l'État, s'il n'a pas brûlé une mairie, il n'a pas brûlé le drapeau algérien. S'il est séparatiste uniquement en son foire intérieur, c'est pas une menace pour le pays. Mais il faut libérer les détenus politiques. Si on veut apaiser la Kabylie, si on veut réellement apaiser toute l'Algérie d'ailleurs, et organiser cette élection présidentielle dans des conditions paisibles et calmes, il faut libérer les détenus politiques, c'est simple. Il y a 300 détenus politiques qu'il faut libérer. Que ce soit des défenseurs de la culture et de l'identité amazigh qui ont été assimilés au mouvement séparatiste, soit des journalistes indépendants qui m'a Khadi Hassan, que ce soit des personnalités politiques qui m'a Général Ali Rdeli, Hadou Gay, ils doivent être libérés. Mais libérez-les au 5 juillet. Il y a le 5 juillet qui arrive, que Abdelmajid Tebboune, s'il veut aller vers le deuxième mandat, il libère grâce présidentielle pour tout le monde, et la campagne électorale commence au mois d'août, ou le FFS aurait réussi sa mission et là il aurait vraiment utilisé toute son histoire, tout son poids politique, prestigieux pour contraindre le pouvoir à un compromis démocratique. Mais si le FFS participe juste sans rien obtenir en échange ou là sans obtenir grand chose en échange, ce serait une humiliation extrême, un discrédit total et une malédiction parce que les dirigeants du FFS s'ils trahissent s'ils trahissent le serment de Hussein Aït Ahmed, s'ils trahissent les valeurs de Aït Ahmed, s'ils trahissent les engagements historiques et solennels du défunt Hussein Aït Ahmed et tous les anciens leaders historiques, parce qu'il n'y a pas que Hussein Aït Ahmed, Ali Bseili, etc., colonel Oulhaj, etc., le FFS c'est une grande histoire, il n'y a pas que Hussein Aït Ahmed, attention, mais si tous les aînés, c'est l'actuelle direction du FFS trahit le serment et les valeurs et déshonore le passé et les valeurs des aînés du FFS, ça serait une calamité. Alors, le FFS sera bon pour être enterré. Là, il faut l'inscrire au musée. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que le FFS sera intelligent et exigera des contreparties et un compromis démocratique en échange de sa participation aux élections présidentielles du 7 septembre 2024. Nous l'espérons, nous suivons de près ce dossier-là, ce qui confirme encore une fois que l'actuelle obsession du régime algérien, c'est la Kabylie, comment domestiquer, contrôler, rompre l'isolement, diminuer l'isolement politique de la Kabylie et intégrer la Kabylie dans un processus politique dans les élections de ces élections présidentielles anticipées et encore une fois pacifier et apaiser la Kabylie.